Name Games. L'unique fenêtre de la pièce illuminait le bureau jonché de parchemins. Une montagne d'ordonnances. Magnus ne chérissait pas ses tâches administratives, mais s'y pliait et ne déléguait que très peu. L'Empire était en train de renaître et aucun faux pas n'était permis. Depuis la plus haute tour de Nuln, l'homme fort du 24e siècle concrétisait son rêve, la paix, l'ordre et l'unité rétablie. C'est lui, l'homme providentiel, qui avait, quelques années plus tôt, rassemblé une armée pour faire face aux hordes destructrices venues du Nord pendant la Grande Guerre contre le chaos. Sa victoire mit un terme à des siècles de doutes, de guerres fratricides et d'instabilité. Cette époque sombre est celle que traversent les provinces de l'Empire pendant le 23e siècle, l'époque de The Old World. The Old World arrive. Le vieux monde est de retour, mais à un autre moment de son histoire, à l'aube de la Grande Guerre contre le chaos. Dans cette série, découvrez où en sont les races, où en sont les factions à cette époque, 3 siècles avant le Warhammer Battle que l'on connaît. Pour faire simple, à cette époque, c'est le bordel dans l'Empire. On est à la toute fin d'une guerre civile longue de plus d'un millénaire lorsque la succession au trône impérial était devenue une lutte acharnée et armée entre différents prétendants suite à la mort de Mandred von Zelt, dit le tueur de Skaven. Par la suite, les principales provinces ont fini par nommer de leur côté, sans élection, leur propre empereur, ouvrant l'âge dit des 3 empereurs, instabilité et division qui se sont poursuivies jusqu'à notre 23e siècle avec des lignées impériales concurrentes venues d'Altdorf, Nuln, Talabheim et Middelheim. On est donc vers la fin, mais toujours bel et bien dans cette période très sombre de l'histoire de l'Empire. Et j'irai même plus loin, et là on se rend compte de l'extrême difficulté de ce qu'a réalisé Magnus en réunifiant les provinces. Cela fait quand même plus de 1000 ans que les contes et lecteurs se tapent dessus, donc la mémoire et l'imaginaire d'un destin commun a presque disparu. À cette période, l'unité est illusoire et rien ne semble à l'avenir remettre en cause cette rivalité belligérante entre les provinces. À ceci s'ajoutent tous les autres malheurs puisque l'Empire fondé par Sigmar est affaibli. Partout, les ennemis sortent de l'ombre et tentent de prendre leur part du gâteau. Les contes vampires se sont pris plusieurs raclées les siècles précédents, donc ils sont hors jeu, ils existent mais ne représentent plus une menace. La menace provient essentiellement des orques, comme toujours, on le voit sur la carte, dans les montagnes, un peu tout autour de l'Empire, mais la menace est aussi une menace intérieure, celle des hommes bêtes. On voit les pierres des hardes placées au cœur des forêts impériales, et il y a aussi évidemment plus largement le chaos. La menace du chaos prend différentes formes. Il y a d'abord cet autre ennemi intérieur. Ce sont tous ces cultes qui ont vu le jour année après année et qui gangrènent la société humaine. La vénération des dieux sombres est interdite bien sûr, mais ces petits groupes, ces sectes prospèrent et grandissent dans la clandestinité. Et la traque menée par les répurgateurs et prêtres de Sigmar ne suffit pas à éradiquer cette malédiction qui même gagne du terrain. L'époque de The Old World, les décennies qui précèdent la Grande Guerre contre le chaos, c'est l'histoire clairement d'une montée en puissance progressive de la puissance des dieux sombres depuis les contrées nordiques. Les raids de maraudeurs et de guerriers du chaos se multiplient partout dans le vieux monde et beaucoup sur les côtes impériales. Les rumeurs d'une future invasion se feront de plus en plus vives jusqu'à ce qu'elle advienne en 2301. C'est donc la guerre civile, les menaces sont nombreuses, si l'Empire dans sa globalité est fébrile, ça n'est pas le cas à l'échelle des provinces où l'autorité est bien définie, l'administration et l'armée bien structurée. La principauté du Reikland, c'est avec Altdorf le point névralgique de l'Empire, la capitale du temps de l'Union. Elle est dirigée par le prince Wilhelm Ier, le Pieux,
On ne connaît pas grand-chose de lui ni des précédents leaders, si ce n'est que Eberhard le Juste, aimé du peuple, dirigea la principauté pendant une trentaine d'années au milieu du XXIIIe siècle. Ce sera d'ailleurs pareil pour toutes les autres provinces, leurs chefs ne sont pas réellement connus. Je ne vais pas m'attarder dessus, pour The Old World, ils seront certainement créés de toutes pièces. Le Reikland est l'une, si ce n'est la plus riche et cosmopolite des régions impériales. Le Reik permet à la fois d'irriguer les terres fertiles des alentours, où est produit vin, céréales, le lait aussi, et d'exporter aussi ces denrées en utilisant le fleuve comme une autoroute commerciale. Outre l'agriculture, la principauté peut compter sur les mines des montagnes grises comme source inépuisable de minéraux et minerais précieux, mais aussi sur la forêt de Reikval pour sa production de bois destinée pour beaucoup aux chantiers navals. La relation avec les nains voisins est bonne, quoiqu'il y ait pu y avoir des tensions comme en 2211 concernant des droits d'exploitation minière. Le comte électeur a dû finir par céder et contenter les Daouis après qu'ils aient bâti des barrages sur les rivières, provoquant la colère du peuple jusqu'à la marche des Hauts-Pingres des paysans à Altdorf. Le XXIIIe siècle, c'est aussi une période où Altdorf est en reconstruction. La cité a fortement souffert des guerres vampiriques successives, les remparts et une partie de la ville ont été endommagés. On retrouve notamment dans les archives qu'en 2231, un nouveau temple dédié à Sigmar a été construit sur la Königsplatz, la place royale, cette place centrale et emblématique d'Altdorf. Pour l'anecdote, il est dit qu'en creusant les fondations, les ouvriers tombèrent sur des sépultures humaines. Les Reiklanders sont les descendants directs de la tribu des Hohenbergen de Sigmar. Ils se considèrent donc comme les dirigeants naturels de l'Empire. Une volonté hégémonique et position arrogante, source de conflits avec les autres provinces impériales. Le culte le plus répandu est évidemment celui de leur ancêtre Sigmar. On imagine donc facilement une province portée sur la religion, d'autant plus en étant dirigée par un prince reconnu pour sa piété. Beaucoup ont découvert le Westerland avec The Old World, car à l'époque de Warhammer Battle, ici, ce sont les Wastelands, le pays perdu, une province qui a quitté l'Empire avec fracas en 2429 en déclarant son indépendance. Une décision qui fait suite à des siècles de montée en puissance de sa capitale, Marienburg, devenant au fur et à mesure le port marchand le plus puissant du Vieux Monde. Au XXIIIe siècle, Marienburg est déjà cette grande puissance du commerce maritime. Elle a pris une autre dimension au siècle précédent en signant un accord avec les Hauts-Elfes, le traité de commerce et d'amitié, un traité garantissant une exclusivité commerciale réciproque aux deux nations. C'est donc une très riche cité que dirige Elspeth Margrita VI, une cité de seigneurs marchands construite à l'embouchure du Reik sur une constellation de petites îles. La baronnie du Westerland, si on regarde la carte, rassemble non seulement le pays perdu, mais aussi la majeure partie du Nordland qui n'apparaît pas comme une province en elle-même, et il y a également une partie du Middenland tel qu'il est défini au XXVIe siècle. Le Middenland et sa capitale Middenheim, la cité du loup blanc, est dirigée par le comte Sigismund Ulrich. C'est la demeure des empereurs loups, adeptes du culte d'Ulrich. À cette époque, il est aussi à la tête du grand comté de l'Osterland et règne donc également sur le Hochland et l'Ostland. Il s'agit d'une grande puissance militaire et économique avec une diversité importante de territoires. Son accès à la mer est à la fois une opportunité commerciale et un risque accru de subir des raids éclairs des Nordiques. Les Middenlanders descendent des belliqueuses tribus teutogènes, des combattants féroces et implacables. Ils sont, comme tous les habitants du nord de l'Empire, connus pour leur opiniâtreté. Ceci, ainsi que leur sang teutogène et leur tempérament enflammé, leur a donné cette réputation de traditionnalistes incontrôlables. Ils détestent toute forme de changement et défendent sans répit tout ce qu'ils considèrent comme la tradition. Le grand comté de l'Osterland est, en termes de superficie, la plus grande puissance de l'Empire à cette époque.
L'une des autres grandes puissances du moment est le grand-duché de Talabek. Ce grand-duché, dirigé par le duc Ludwig XII, est au centre de l'Empire. Son territoire ne diffère pas vraiment de celui que l'on connaît à l'époque de Karl Franz. La capitale, Talabheim, est connue à juste titre comme la Cité des lois. Depuis sa fondation, les juges et hommes de loi de la ville ont décrété une liste incroyablement longue de règles censées traiter le moindre aspect de la vie. On a des exemples de plusieurs lois édictées au cours du XXIIIe siècle, comme cet impôt sur la pêche en 2240. Les poissons de plus d'1,5 kg pêchés dans le Talabek doivent donner lieu à l'attribution d'un quart de leur chair au ministre dans le cadre des mesures de vérification de qualité, loi qui apparemment a été très peu appliquée. Il y a aussi la taxe potière de 2286, aussi appelée taxe d'aisance. C'est un impôt qui s'applique à toutes les marchandises en céramique qui sont importées à Talabheim. Bien qu'elle concerne de nombreux produits, on s'en souvient surtout parce qu'elle touche aux pots de chambre. L'histoire veut que les artisans de Talabheim, qui se servaient pour façonner leurs objets en céramique de l'argile riche d'un marais voisin, aient été dépassés par les importations de poterie et d'objets en grès du Middelland et du Rhineland. La colère de la guilde des potiers de l'époque fut telle que la cité instaura une taxe sur toutes les marchandises en terre cuite. Talabheim est aussi connu pour sa grande diversité culturelle. Il y a notamment une population importante de nains et le droit nain rentrait souvent en conflit avec les lois Talabek. C'est pourquoi en 2245 fut créé le Roc Foyer, une sorte d'ambassade pour les nains qui cherchent à faire valoir leurs droits, un lieu pour trouver des compromis législatifs. Voilà pour les 4 grandes puissances de l'Empire pendant The Old World. On voit sur la carte qu'il y a d'autres provinces, elles sont décrites comme moins importantes. Leur territoire correspond plus ou moins à celui que l'on connaît, l'Ostermark, le Mout, l'Averland, le Stirland. Alors le Wissenland et le Sudenland, c'est un peu particulier. À l'époque de Battle, ici dans le sud-ouest de l'Empire, il n'y a plus que le Wissenland, avec une mention tout de même du Solland qui a été rayé de la carte suite à la mort de son comte électeur lors de la Wag de Gorbad Grifeudfer, c'était au XVIIIe siècle. Alors pourquoi est-ce que l'on voit ici le Sudenland en lieu et place du Solland ? Eh bien il est dit qu'au cours de ce XXIIIe siècle, une riche famille de propriétaires terriens de la région rallia d'autres nobles du coin et ils trouvèrent un accord financier avec l'empereur du moment afin de séparer l'ancienne province du Solland de la domination du Wissenland et ainsi établir une nouvelle province électorale. Cette province ne reprit pas le nom de Solland pour ne pas se placer en héritière mais en nouvelle puissance à part entière. Autre petite particularité sur la carte, la Sylvanie, on voit une frontière claire et nette, alors que sur le papier, la province a été absorbée par le Stirland suite à la conclusion des guerres vampiriques. Et puis il y a aussi cet autre lieu puissant de l'Empire qui reste discret, il faut le dire sur la carte, c'est la cité qui verra naître le futur empereur Magnus, Nöln. Magnus régnera jusqu'en 2369, donc au XXIIIe siècle, il est jeune, très jeune. Est-ce qu'on entendra parler de lui en tant qu'étudiant en théologie à l'université de Nöln ou déjà en tant que voyageur et orateur charismatique ? En tout cas, ça pourrait être sympa de voir sous un autre angle celui qui deviendra l'un des plus grands empereurs de l'histoire. Comme je le disais déjà au sujet des nains, The Old World, ça n'est pas l'époque des arcs, des arbalètes, des balistes, ça n'est pas une époque médiévale en termes de technologie, on est déjà dans un style Moyen-Âge tardif, voire plutôt Renaissance, avec depuis bien longtemps la poudre comme arme destructrice. La première utilisation connue d'un canon fabriqué dans l'Empire par des ingénieurs humains, ce fut en 1650. Il fut utilisé au combat par l'excentrique graphe Igor Obenstaff III. En fait, le canon a juste explosé, mettant en déroute la cavalerie du graphe. Cet épisode a ensuite refroidi beaucoup les ambitions des leaders impériaux à intégrer des armes à feu dans leurs armées. L'introduction de la poudre à grande échelle dans les armées impériales ne se fit donc que vers la fin du XXe siècle, répandue grâce aux nombreux ingénieurs nains expatriés dans l'Empire et en particulier à Nöln où ils créèrent une guilde dès 1911. C'est Nöln qui utilisa en premier des bombardes dans ses armées. Un siècle plus tard, à Altdorf fut créée
l'école des ingénieurs impériaux, et ça n'est qu'après The Old World, après la réunification, que Magnus le Pieux créa l'école impériale de canonnerie de Nuln. À partir de ce moment, les deux cités partagèrent la domination dans le domaine des armes à feu impériales, Nuln pour la formation et la production en série, Altdorf pour l'innovation. Au XXIIIe siècle, il existe déjà à peu près toute la technologie que l'on connaît, l'arquebuse, le canon, le mortier, le canon feu d'enfer qui est une toute nouvelle arme expérimentale, et il y a aussi déjà le tank à vapeur. Cette pépite technologique date du début du XXIe siècle, elle a été inventée à l'école des ingénieurs impériaux d'Altdorf par Leonardo di Miragliano. Le célèbre inventeur créa au total 12 tanks avec différentes caractéristiques. Il leur donna des noms et on connaît l'histoire de chacun d'entre eux au cours des siècles suivants. Il y a une expérimentation qui a particulièrement fait du bruit au cours du XXIIIe siècle qui nous intéresse. En l'an 2253, le Délivrance fut équipé du très récent canon feu d'enfer. Le tank à vapeur fut presque détruit dans une explosion catastrophique, mais sa reconstruction put être envisagée car le mécanisme principal avait été épargné. Le canon feu d'enfer, quant à lui, fut renvoyé à Altdorf pour faire quelques modifications avant sa production en série. La batterie tonnerre de feu, quant à elle, a priori, elle n'existe pas encore. Elle n'aurait vu le jour qu'au cours du XXVe siècle. Après, elle pourrait toujours exister, mais en tant qu'expérimentation. Un petit mot de magie pour finir. Vous le savez peut-être, les collèges de magie n'existent pas encore à l'époque de The Old World. Ils n'ont été créés par le mage elfe Teclis qu'à l'issue de la Grande Guerre contre le Chaos, pendant laquelle il a joué avec ses étudiants humains un rôle crucial. La magie est apparue à ce moment-là comme salvatrice. Et cet épisode nous en apprend beaucoup sur comment était perçue la magie au XXIIIe siècle. Teclis et Magnus envoyèrent à la fin de la guerre des cavaliers aux quatre coins de l'Empire pour trouver tous les magiciens et sorciers afin de les ramener à Altdorf pour qu'ils soient formés selon les règles de l'art. Cette initiative fut très mal vécue dans l'Empire et en particulier par les habitants d'Altdorf. Il y a même eu des émeutes à Altdorf. Mal vécu aussi par les ordres de chevalerie, par les membres du culte de Sigmar, mais surtout mal vécu par les répurgateurs. Et oui, jusqu'ici les magiciens étaient des parias, ils vivaient dans la clandestinité et étaient pourchassés comme des profanateurs, comme des cultistes du chaos. À l'époque de The Old World, donc, il n'y a pas encore eu ce retournement de considération. Je rappelle que l'on est dans une guerre civile, une époque de troubles, avec des sociétés humaines au sein des provinces qui se resserrent autour de leurs certitudes, de leurs croyances. Les cultes, que ce soit le culte de Sigmar ou d'autres, ont pris une importance croissante et la magie, bannie depuis des siècles, n'a toujours pas sa place. Son usage est interdit sous peine de lourdes punitions jusqu'à la mort. Cette défiance envers la magie provient notamment des liens et de la proximité créée avec les nains au fil des siècles, eux qui la rejettent tout particulièrement. L'Empire, ça s'annonce passionnant pour The Old World. On va en fait le redécouvrir, ils n'ont pas choisi cette période pour rien, on ne connaît pas les leaders, on ne connaît pas grand chose de l'intrigue précise du moment, ils vont donc pouvoir en faire un peu ce qu'ils veulent. J'espère surtout qu'ils vont différencier chaque province, donner des spécificités, un peu comme je l'espère pour les royaumes bretoniens, qu'il y ait un corps de règles commun, puis quelques différences ici et là dans les unités disponibles, dans les caractéristiques. Au moins pour les 4 grandes puissances, ce serait bien, et pourquoi pas ensuite pour les autres. Hâte de voir ça et hâte de voir enfin quelle précision ils vont apporter sur le lore après toutes ces supputations autour d'une carte et des miettes que l'on peut trouver ici et là sur le 23e siècle. Si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais en voir d'autres du même genre sur certaines factions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ah, et dernière petite chose, si l'histoire de Warhammer 40 000 t'intéresse aussi, j'ai lancé une autre chaîne qui va se focus sur l'origine de cet univers, c'est pendant l'hérésie d'Horus. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. A plus!